First of all, I would like to express my great gratitude to the Schiller Institute and to Lyndon LaRouche personally for organizing such an interesting, large, and timely conference. We are here representing a new intellectual club, the Izborsk Club, formed in Russia approximately 6 months ago, which brings together various experts and specialists with various ideological outlooks who are thinking about the future, about what Lyndon LaRouche has just discussed here. Lyndon LaRouche vient d'adresser le futur qui est devant nous de façon très profonde et intéressante. Il me semble que le concept de progrès que LaRouche vient de présenter est aussi lié à la présentation courte que je vais faire sur la dimension chinoise au triangle États-Unis, Chine, Russie. Je pense que ce concept doit être élargi parce que ce triangle doit aussi inclure l'Europe, parce que c'est les forces internationales qui déterminent où le monde va aller et où le futur de l'humanité va s'orienter. Je ne veux pas simplement vous donner une théorie ardue, mais je voudrais commencer par une caractérisation de la situation très dramatique dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est jamais communiquée par les médias. Mais maintenant, tout le monde se tourne vers la situation dans la Corée. Quand je venais de l'hôtel, je regardais les dernières nouvelles de CNN et ils rapportaient sur une déclaration faite par le secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, en Corée du Sud, à partir de Séoul. Et il a déclaré là-bas que les États-Unis et le reste du monde sont très préoccupés sur la menace nucléaire qui vient de la Corée du Nord et que les États-Unis a tendu la main à un dialogue vers la Corée du Nord, a annulé toutes sortes de manœuvres militaires. Mais alors là, il est arrivé au point essentiel de sa déclaration en disant qu'il va vers la Chine, il va à Pékin et que ce sont les Chinois qui doivent jouer un rôle déterminant pour résoudre cette crise afin d'éviter une confrontation nucléaire. La focalisation sur les relations qui existent dans ce quadrangle au triangle dont je suis en train de parler, on a vu que les États-Unis sont la puissance hégémonique du monde et qui concentre entre ses mains le pouvoir militaire et stratégique principal du monde. Et les États-Unis dirigent aussi toutes les organisations monétaires internationales comme le FMI, l'OMC et toutes les autres organisations. Et ils ont été obligés de faire appel à la Chine pour exiger que la Chine aide
à résoudre la situation entre les deux Corées et empêcher ainsi la Corée du Nord d'utiliser des armes nucléaires et d'amener le monde au bord de la confrontation nucléaire. Et je crois qu'ici, on voit, c'est le secret de la diplomatie chinoise. Il semblerait logique que la Corée du Nord, qui dépend de la Chine énormément, en termes de ses besoins alimentaires, sans parler de toutes les technologies qu'elle reçoit de la Chine. Ceci crée une situation où les États-Unis, qui a toute sa puissance nucléaire et technologique qui vient au-delà de celle de la Chine, doit cependant faire appel à la Chine parce que c'est la force qui peut aider dans cette crise. C'est elle qui peut empêcher une confrontation nucléaire. Et donc, si nous voyons la façon dont se développe cette situation comme un tout, ce que nous voyons, c'est que cette aggravation de la crise de Corée a créé une situation dans laquelle les crises de Syrie, d'Iran, ça n'existe plus. Et ceci montre que, quelque part, les États-Unis ont perdu leur pouvoir stratégique et que la Chine, en raison de son développement économique et de son influence en Asie, aujourd'hui peut jouer un rôle stratégique important. L'épisode de la Corée du Nord est un cas spécifique, mais c'en est un qui nous permet de généraliser sur la situation du monde comme un tout. Ce que nous voyons depuis quelques années, nous voyons le monde qui revient à la géopolitique. Il y a une réapparition des lignes traditionnelles de démarcation dans la géopolitique mondiale comme elles ont existé au XIXe et au XXe siècle. Et ce type de géopolitique a commencé à se renforcer après la chute de l'Union soviétique en 1991, qui a complètement bouleversé la carte de force à l'échelle mondiale. Les États-Unis ont donc adopté une nouvelle façon de traiter les problèmes mondiaux, comme Larouche l'a indiqué. Ceci a donné aux États-Unis l'opportunité de devenir le seul dirigeant au monde pour tenter de résoudre les problèmes auxquels le monde faisait face depuis les années 80. Et le résultat, la conséquence de tout ceci, a été l'émergence d'une corrélation de forces totalement nouvelle à l'échelle mondiale. Avec au centre la croissance énorme militaire, politique et économique de la Chine. Et je dois dire quelques mots sur la Russie, parce qu'en 1993, la Russie a été soumise à l'influence américaine dans tous les domaines, mais cette situation a changé avec Poutine, où la Russie a commencé à retrouver son rôle indépendant dans ces mondes dominés par la géopolitique. Nous pouvons analyser cette situation lors de le dialogue à la fin de ce débat, mais c'est clair que cette géopolitique
qui est réapparu est fondé sur l'égoïsme de chaque joueur sur la scène internationale. Et dans tout ce triangle ou quadrangle géopolitique, chaque acteur tente, recherche simplement son propre bénéfice, ses propres avantages. Et nous voyons, par exemple, qu'en Syrie, les États-Unis et l'Europe sont en train de détruire cet État souverain, ce qui peut avoir des conséquences très graves pour les populations en Europe. Et donc, cet égoïsme complètement étroit est ce qui domine chacun des acteurs. Et ceci empêche une approche aux problèmes mondiaux, ce qui serait commun, comme celui que Larouche et Mme Larouche évoquaient. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse consolider aujourd'hui des joueurs si différents comme la Chine, la Russie, l'Europe et les États-Unis autour d'un projet commun d'intérêt pour l'humanité. Et cependant, le besoin d'un tel projet commun est évident. Et sur cette base, nous pouvons dire avec certitude que la nature géopolitique qui s'est installée réduit la possibilité de trouver un projet commun. Mais si nous regardons à chacun de ces acteurs afin de trouver un intérêt commun, il est clair que les États-Unis devra céder ses ambitions d'être la seule puissance économique militaire mondiale. Chacun des joueurs devra céder une partie de son égoïsme national afin de travailler avec les autres et avec leurs voisins. Et ce dont Larouche vient de parler est très, très, très important. Afin de mettre fin à la théorie qui domine les relations internationales, qui est le monétarisme. Pouvons-nous abandonner le monétarisme? Je pense que ce sera très difficile de faire cela. Regardons encore la région Asie-Pacifique. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils vont déplacer leur centre de gravité vers le Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire pour Pékin? Ça veut dire que Pékin devra commencer à se rendre compte que les États-Unis sont en train de créer un système de contre-équilibre dans la région et en fait, essayant d'isoler la Chine stratégiquement dans cette région, de réduire son importance. Et ils sont très inquiets, c'est que les États-Unis pourraient même, par exemple, réduire les flux d'énergie allant vers la Chine et simplement étrangler la Chine du point de vue énergétique. Et Pékin, donc, va vouloir chercher des garanties face à une telle menace. Et la Chine est tout à fait dans son droit de vouloir éliminer cet étau qui se resserre autour d'elle. La Chine elle-même est en train de lancer de grands investissements, y compris en Asie centrale, c'est dans l'Ouzbékistan, le Kazakhstan. Et on voit aussi toute une offensive de la Chine pour améliorer ses relations avec la Russie. Le nouveau dirigeant, qui vient d'être nommé, est venu, son premier voyage à l'étranger a été en Russie et il y a eu des accords très importants qui ont été signés et on ne connaît pas l'extension de tous ces accords derrière les scènes. Il y a des accords probablement secrets.
Mais nous savons que les principes fondamentaux qu'ils ont discutés a été comment ils allaient se protéger contre la pression américaine et européenne, comment ils allaient défendre leurs intérêts contre les pressions de la zone transatlantique. Sans doute, la formation de ce nouveau système géopolitique qui est apparu est aussi lié avec la crise économique de plus en plus grande. Et où nous allons va dépendre de la deuxième vague de cette crise. Et on ne sait pas, c'est très imprévisible. Et aussi, les alliances qui peuvent surgir de cette nouvelle crise sont aussi inconnues. Mais c'est clair que si chacun de ces joueurs indépendants se montre incapable de dépasser ces égoïsmes nationaux, alors les interactions entre de nouveaux blocs peuvent amener le monde non seulement au bord de la guerre, mais vers des guerres régionales, peut-être au début, sur des conflits régionaux, mais qui peuvent s'étendre à l'échelle mondiale. Et de ce point de vue-là, il me semble que cette conférence joue un rôle très important. Et de façon importante, elle peut montrer à la direction de ces trois centres mondiaux qu'ils doivent aller dans une direction différente. Et que plutôt que de créer un nouveau système géopolitique de blocs d'influence et de force, il faut au contraire développer un projet commun où chaque pays peut amener ses ressources qu'il a, idéologiques, financières, économiques, pour contribuer à un projet commun. Il me semble que cette approche, la dernière, cette façon de penser nouvelle, je ne veux pas utiliser ce type de phraséologie parce que c'est celle qui avait été utilisée par Gorbatchev, mais ce besoin pour une nouvelle forme de pensée est réellement là. Et de certaine manière, Poutine le réalise et essaie de trouver des points communs avec l'Europe et avec les États-Unis. Et bien sûr, surtout avec la Chine. Je suis un peu sceptique sur la possibilité d'améliorer les relations entre la Russie et l'Europe, surtout après ce qui s'est passé à Chypre. Parce que l'Union européenne a poignardé Poutine dans le dos et il n'oubliera pas ça, notamment dans ses relations avec Angela Merkel. Et avec ces événements mondiaux, l'attitude de la Russie envers l'Allemagne va être différente s'il n'y avait pas eu les décisions qui ont été prises à Chypre. Quant aux relations entre la Russie et les États-Unis, il est très difficile de voir des perspectives positives. Les propositions de Washington sur les réductions drastiques des armements nucléaires ne sont pas acceptables pour la Fédération russe parce qu'elles affectent le fondement même de notre sécurité. Après la chute de l'Union soviétique et de son pouvoir militaire, les armements stratégiques que nous avons sont notre garantie à une sécurité fondamentale. Et c'est pourquoi la situation de nos relations avec Washington, elle va
continuer, il y aura des contacts diplomatiques, des sourires, mais chaque pays est en réalité en train de se préparer pour le pire scénario, le scénario du pire. Et les propositions que M. Larouche a mentionnées pourraient changer la situation si chacun des participants adoptait une approche différente dans sa façon de faire la politique. Et ceci veut dire que les États-Unis doivent abandonner leur hégémonisme et leur égoïsme national, et de même pour tous les pouvoirs régionaux. Et on a besoin d'une nouvelle approche aussi pour la coopération au niveau de l'économie mondiale.